Ce truc rentre en France, et dans un truc qui n'est pas notre philosophie du tout. Jean Tirole, prix Nobel d'économie, fait une conférence, allez sur Google, qui s'appelle Éthique et économie. Et il prend un exemple. Il dit, il y a des gens qui croient qu'ils sont éthiques parce qu'ils sont contre la vente d'organes. Et très habilement, il dit, pas moi je suis pour ça, il dit, ce n'est pas un problème éthique, ça se discute. La preuve, c'est que si les gens vendaient leurs reins, ils seraient contents, ils sont pauvres, ils ont de l'argent. Celui qui reçoit le rein, il y aurait plus de greffés. À qui ça porte tort à qui? C'est la philosophie utilitariste. Tout est possible si ça ne porte pas tort à autrui et si c'est en liberté que ça se fait. Autrement dit, avec une régulation par l'État. Et comme il a dit, il dit, je ne dis pas du tout que je suis pour. Je dis que le débat est ouvert. Pour moi, le débat il est fermé, il n'est pas ouvert. Ça, alors je vais vous donner l'expérience du clinicien, puis après peut-être je m'arrête, parce que si il faudrait quand même un mot sur la Sécu, parce que je ne peux pas rester sans parler de politique. Donc autonomie, apprendre à se soigner, devenir un expert de sa santé, très bien. Alors, il se trouve qu'étant vieux, j'ai soigné beaucoup de collègues et beaucoup de familles de collègues. Si on dit que le malade doit devenir, grâce à l'empowerment, en quelque sorte, son propre médecin, ça serait l'idéal. Je parle d'un bon médecin, je ne parle pas d'un mauvais. Bon, et bien on a un modèle. Regardons comment se soignent les médecins quand ils sont malades. On a le modèle, alors je parle des meilleurs, je ne parle pas des mauvais, hein, je parle des bons médecins. Alors moi par exemple j'ai enseigné la diabétologie avec un médecin de médecine générale aux internes de médecine générale pendant 10 ans. Il arrive à la retraite, il est diabétique, il a 3 grammes de glycémie, il vient me voir en consultation, il dit je ne prends pas de médicaments, je ne crois pas que c'est efficace. C'est pas ça qu'on avait dit ensemble. Bon, on est d'accord, c'est un généraliste, mais j'ai soigné un grand professeur des hôpitaux de Paris. Lui, radiologue, qui publie sur le pied diabétique les complications d'ostéo-arthropénie nerveuse, pour toi qui se rappelle quelque chose sur le pied de Charcot, écrit par Charcot, la Salpêtrière, il y a longtemps. Il rentre avec un mal perforant, et il a oublié qu'il était diabétique. Il dit, oh, peut-être, on m'a dit vaguement, il y a comme ça. Je vais faire un fond d'Orioli, il y a une rétinopathie proliférante, mais c'est dans du laser en urgence. Un autre, j'en ai la liste est immense, un autre qui est un chirurgien vasculaire, qui a poncté les diabétiques, qui a amputé les diabétiques, qui connaît tout sur le diabète, il m'est adressé pour rétinopathie débutante. Il est lui-même triple ponté coronarien, ne prend aucun médicament. Il rentre dans mon bureau, il lève les mains en l'air, il dit « je me rends ». Et le plus grand des internistes qui vient de mourir, on l'enterre demain, et nous serons nombreux, le plus grand des internistes me dit, arrivé à la retraite, André, il a l'âge du diabète, il dit, ah, tu vois, je suis diabétique, c'est pas la peine que je fasse le fond d'œil. Si vous n'êtes pas médecin, ça ne vous dit rien, mais enfin, un étudiant en médecine qui dit ça, vous le collez tout de suite. Quand vous êtes diabétique, la chose que vous devez faire, c'est un fond d'œil tous les ans pour ne pas devenir aveugle. On peut vous soigner. Et vous ne pouvez pas vous en apercevoir. Alors, ce patron qui me dit ça, qui était un grand patron, immense, était lui-même l'élève d'un patron de Cochin, aveugle à cause du diabète. Et lors d'une cérémonie, on évoquait ce souvenir, on disait, à l'époque, Pierre, tu lisais les radios à l'oreille du patron. Tu glissais sa main sur le ventre des malades, si bien que les malades ne s'apercevaient pas que le patron était aveugle. Tu étais ses yeux. Tu lui rendis la lumière qu'il t'avait donnée. Alors, celui qui était les yeux du patron aveugle à cause du diabète, arrivé à l'âge du diabète, me dit, c'est pas la peine que je fasse le okay. Donc, l'autonomie, c'est un droit, c'est pas un devoir. C'est autant que je peux, autant que je veux. Et ça, c'est un grand débat. Alors, ça, je pourrais continuer très longtemps, et c'est tous les problèmes de l'observance. L'observance dans les maladies chroniques est très médiocre, et elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend notamment de est-ce que le malade a le sentiment d'avoir pris la décision, que la décision a été prise en commun, qu'il est complètement impliqué. Je vous raconterai pour finir l'exemple de M. Ray de Saxe. Mais donc, il y a ce débat, il faut le mener. Or, personne ne le mène. Il y a une ambiguïté, y compris dans les courants de l'éthique, de l'éducation thérapeutique, des patients experts. On parle de décision médicale partagée. Pour dire ça, la décision est prise ensemble. Alors, premièrement, il faudrait tout de suite dire les limites de ça.
qui est en situation de risque vital, il y a un conflit entre la décision du patient et le devoir à personne en danger. En Belgique, c'est pas comme en France. Hein. Témoin de Jéhovah arrive avec une rupture de la horte, on lui dit « Monsieur, il faut vous transfuser, nous avons vu que vous êtes témoin de Jéhovah », il dit « Ma religion me l'interdit ». Et donc, le premier répond « Je vous fais confiance ». Et l'autre, il revint « Oui, mais je vous remercie de me faire confiance, mais est-ce qu'on pourra vous transfuser ?» Réponse « Ma religion me l'interdit ». Évidemment, il faut le transfuser, il ne le transfuse pas, il meurt. J'aimerais bien qu'on discute de ça. Est-ce que c'est ça qu'on prépare ou pas? Bon, deuxième point, on n'est pas dans une relation singulière, il y a un tiers qui s'appelle la société, qui s'appelle les vaccins obligatoires. Je suis contre. Ah ouais, mon autonomie, qu'est-ce que vous en faites? D'accord, mais c'est celle des autres, et les autres, ils ont décidé que c'était obligatoire. Et troisième point, je veux une IRM parce que je suis angoissé, je veux pas de générique parce que c'est tous pourri, ça vient de Chine. Et alors, il n'y a pas un tiers social qui s'appelle la solidarité, qui dit qu'est-ce qui est le démocratie sanitaire. Qu'est-ce qui relève de la solidarité en santé? Je termine avec un point rapide, si je veux quand même vous raconter l'histoire de M. Ray, parce que c'est sympathique. Olivier Sacks, neurologue, a publié un livre très remarquable de cas cliniques qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Ça. Alors, il écrit un malade qui a la maladie de Gilles de la Tourette. Vous savez ce que c'est que la maladie de Gilles de la Tourette? La maladie d'éthique. Alors, ces gens qui ont la maladie d'éthique sont souvent désinhibés, grossiers, disent des gros mots, sont une espèce d'excités. Donc, lui, il est infernal au travail, dans la rue, à la maison avec sa femme et tout. Mais par ailleurs, ils ont souvent des grands musiciens, des talents d'interprètes. Et lui, c'était un batteur de jazz impeccable. Il était génial. Et il le voit donc, il le met sous traitement, sous Aldol, sous neuroleptique, et voilà que M. Ray devient un mari agréable, chef de famille, a une profession, on lui donne des titres, enfin, mais c'est un batteur de jazz. Bon, il est bon, mais enfin, c'est fini. C'est fini, ces improvisations géniales. Alors ils discutent ensemble et ils vont prendre une décision partagée. Monsieur Ray prendra l'Aldol 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, il redeviendra Gilles de la Tourette, le jazz exceptionnel. Voilà une décision musicale partagée. Alors en un mot derrière, ça renvoie à une autre idée, qui est celle au fond de la sécu. La santé, on parlait des heures, je vais dire un mot là-dessus. L'idée géniale de la Sécu, je ne sais pas si elle a été conçue comme ça, au fond, d'accord, dans les rapports de force de 1945, ça a été de dire la Sécu, c'est un bien commun qui va avoir des finances attribuées, choisies par la société en quelque sorte, et inviolables, et qui ne sera pas géré par l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien commun? Ça veut dire ni étatisation, ni privatisation. Sauf que, évidemment, la Sécu, à l'époque, c'est un compromis historique. Il va falloir négocier, on négocie avec les mutuelles, on négocie avec la médecine privée, on accepte la clause de la charte libérale, d'où les débats qu'on a toujours sur la liberté d'installation, les dépassements d'honoraires, etc., ça vient de loin. Mais le principe était celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil je ne parle pas hein, c'est que il s'est passé un double phénomène que tu décris au fond, c'est étatisation et privatisation. Et le processus dans lequel on est, c'est étatisation et privatisation. Alors, il faudrait rénover complètement la sécurité sociale, qui en 1945 remboursait quoi? Remboursait les indemnités journalières. Il n'y a pas de grève cardiaque, il n'y a pas de grève de foie, il n'y a pas... C'est l'ouvrier est malade et il perd son salaire. Bon. Aujourd'hui, c'est pas ça. Donc ça supposerait de repenser la gestion de la sécurité sociale dans cette idée bien commun, d'où démocratie sanitaire, qui en fait partie, avec un certain nombre de règles. Qu'est-ce qui relève de la solidarité, qu'est-ce qui n'en relève pas? En France, on a un panier historique, l'homéopathie, pourquoi pas, c'est des électeurs, avec derrière un vrai sujet. Hein. C'est que, est-ce que l'homéopathie, c'est bon pour le PIB? Oui. Est-ce que c'est bon pour la santé? Il y a certaines personnes qui disent que ça leur fait du bien, ça n'a pas de problème, c'est un doudou, comme dirait Nicole. Bon, le doudou, ça fait du bien, c'est bien ça. Mais dans la médecine scientifique, est-ce qu'on doit rembourser? C'est la vraie question. Il n'est pas de ça en France. On renvoie en commission. Voilà. Absolument. Mais cette question, elle est posée.
Parce que en 2011, le gouvernement, en douce, décide qu'on ne remboursera plus à 100% l'hypertension artérielle sévère. 1 million de personnes qui prennent au moins 3 médicaments pour la tension. Donc il y aura plus d'AVC, plus d'insuffisance rénale, plus d'insuffisance cardiaque, mais ça c'est pour... ça se dit dans le quinquennat. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a pas d'association de patients qui s'appelle les hypertendus, parce qu'il n'y a pas d'hypertensiologue en ville, parce qu'on ne risque pas de manifestation devant le ministère. Donc on peut faire ça. Hein, donc voilà. Donc j'interviens sur ça, c'est-à-dire qu'il faudrait repenser effectivement la santé comme bien commun. Ce qui veut dire ni étatique, ni privé. Or nous sommes là, et là, en gros, si je dis un seul mot de conclusion sur le discours du président et la loi, il y a une partie de la loi qui est un très bon diagnostic de la ministre, qui est les maladies chroniques, et nous n'avons pas construit une médecine de ville adaptée aux maladies chroniques. Nous avons une médecine de ville adaptée aux maladies aiguës bénignes. Bon. Et donc elle propose plein de mesures. Elle propose en gros de soigner l'hôpital en traitant la ville. Sauf qu'il y a une urgence hospitalière dont on a parlé, et il y a la deuxième partie de la loi qui ne s'appelle pas Buzyn, mais qui s'appelle Darmanin, qui est qu'on étrangle l'hôpital. Alors l'an dernier, l'enveloppe des dépenses de santé a été tenue parce qu'il y a eu 500 millions en moins pour l'hôpital, 600 millions en plus pour la ville. Là, le comité d'alerte vient de sonner l'alerte. On est en plein dépassement de 500 millions en ville. Donc on va serrer un peu plus l'hôpital. Quand vous voulez réguler la santé en France, vous pouvez un peu réguler les médicaments, mais c'est quand même international, vous ne pouvez pas trop, on le fait. Par contre, c'est si facile de réguler l'hôpital. Vous baissez les tarifs. Le Grimaldi et ses copains vont gueuler. Et alors? Et alors? C'est pas comme si vous avez une convention à négocier avec la médecine libérale. Donc, ce que font tous les gouvernements, c'est ça. Et alors, on régule, c'est rigueur, 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 rigueur. À la fin, ça s'appelle austérité. Et là, je reçois les mails, des missions, si on arrête, voilà. Là, on est... alors, après, les gens se démerdent, c'est comme pour l'école. Hein. La clinique, machin, n'est pas si mal. D'ailleurs, c'est un ancien hospitalier qui fait de l'endoscopie, etc. Bon, moi, pareil, il ferait comme tout le monde. Où est-ce qu'on peut se faire soigner correctement? Alors après, c'est pour ça que c'est bien de parler éthique. Mais c'est pas éthique que l'éthique ne s'occupe pas de politique.